Voilà. Bonsoir. Est-ce que je peux vous prendre en photo? Parce qu'en fait, on nous prend souvent en photo, nous, mais on ne prend jamais la salle. Et je trouve que vous étiez beau tout à l'heure quand vous avez mis les mains en l'air. Et là, je vais vous prendre pour l'envoyer justement à Kaboul. Voilà. Pour dire que toute cette salle-là était concernée par le sort des Afghanes. Alors, avant tout, avant de vous présenter un peu mon parcours, je voulais juste dire que je suis ravie, moi aussi, d'être là, parce que ça fait quelques années qu'avec l'équipe de Croissance Plus, on a des rendez-vous manqués. Je suis ravie de voir des visages connus et toute cette bienveillance que je ressens dans cette salle, parce que je suis arrivée tout à l'heure. Et puis, aussi vous dire que très personnellement, en tant que femme entrepreneuse, je suis ravie d'être ici, parce que à chaque fois que je suis en face d'un patron de CAC 40 ou une patronne ou des grandes personnalités ou des grands ambassadeurs ou ministres, etc., je leur dis toujours, si vous n'avez pas été entrepreneur dans votre vie en France, au moins quelque temps, vous avez quand même rien fait de vraiment très exceptionnel. Donc je vous le dis. Donc je suis ravie. Malheureusement, je dois repartir demain. J'étais contente de passer 2 jours avec vous parce que voilà, il y a un décès dans la famille. Et donc voilà, je remonte à Paris pour redescendre dans le sud, mais je suis très contente d'être là ce soir. Alors, je partageais un peu tout à l'heure quelques discussions. Déjà, j'espère que je vais vous réveiller parce qu'il paraît qu'il y en a qui allaient s'endormir. Donc, ne vous endormez pas. On a encore 45 minutes à passer ensemble avant de faire la fête au Hall. Et sachez que un de mes meilleurs amis s'appelait Christophe de Ponfilly, un grand journaliste français qui a fait beaucoup de voyages en Afghanistan et qui avait fait notamment un film qui s'appelait Massoud l'Afghan. Et il disait, vous les Afghans, vous avez un truc que j'appelle la folie afghane, c'est-à-dire que dans les pires moments, vous rigolez. Et j'ai compris en fait que c'était votre hospitalité de mettre en fait l'interlocuteur à l'aise. Donc vous inquiétez pas, vous n'allez pas sortir de cette conférence en disant on va pleurer parce qu'elle va parler des Afghanes emmurées vivantes, de viol comme arme de guerre, et pour une fin de soirée, il y a mieux quand même. Mais je vais plutôt parler de la résilience et justement le combat et la victoire des femmes contre tout ce qui arrive aujourd'hui. Alors moi je ne sais pas si... j'ai dû faire ce que je croyais que je le voyais là. Je vais revenir en arrière. Je voulais montrer cette photo parce que c'est vrai que quand on voit l'Afghanistan d'aujourd'hui, à commencer par ma propre fille qui a 15 ans, qui est née à Paris, elle ne comprend pas que ça, c'était l'Afghanistan et une équipe de ministres et de femmes qui travaillaient en 62. Ça, c'est moi, à Kaboul, avec mes sœurs, juste le matin avant d'aller à l'école. Donc ça aussi, c'est ma fille qui regarde ça à Paris. Elle se dit, c'est pas possible, c'était une autre planète. Donc 84. 2 ans après, là, ici, 2 ans après cette photo, j'ai été sélectionnée par l'armée soviétique arrivée à Kaboul. L'Afghanistan a été envahi en 78 par les Russes. On l'oublie maintenant avec les talibans que tout avait commencé quand même par l'invasion russe en 78. Et ils ont commencé à torturer, emprisonner, tuer toute la classe intellectuelle. Le pays s'est vidé de son cerveau déjà intellectuel pour partir vers le Pakistan, le pays voisin, et de là vers la France, les États-Unis, l'Allemagne. Pas beaucoup la France d'ailleurs, plutôt les États-Unis, l'Allemagne à l'époque. Et à l'époque, c'était pas mal d'être afghan et réfugié parce qu'on était contre le bloc soviétique, un peu comme aujourd'hui. L'histoire malheureusement se répète. C'est pour ça que je dis souvent que je suis un peu l'histoire contemporaine. Et que tout ça, je l'ai vécu. Donc à l'époque, il était bon d'être réfugié afghan. On vous donnait tout de suite le statut de réfugié en Allemagne, au Canada, aux États-Unis, dans tous ces pays-là, parce qu'on était tous contre le bloc soviétique et les Afghans se battaient contre les soviétiques. Moi, j'étais avec ma maman, 11 frères et sœurs au-dessus de moi. La plupart des frères étaient arrivés à l'âge où il fallait être enrôlés dans l'armée soviétique. Ma mère, veuve, les envoyait vers le Pakistan pour venir en France. Le pays rêvé de mon père, ce grand intellectuel de Kaboul, le pays de Victor Hugo et de général de Gaulle, justement. Son rêve, c'était que ses enfants aillent en France étudier pour revenir reconstruire l'Afghanistan. Et c'est comme ça qu'il avait mis mes frères et mes sœurs dans les 2 lycées français de Kaboul. Pour la petite histoire, en mai 68, pendant les événements de 68 à Paris, le Premier ministre français, il était à Kaboul en train d'inaugurer le lycée Istiklal de Kaboul. Donc ça aussi, c'était une période où la France et le français avaient quand même son rôle à jouer. Malheureusement, ça a changé aussi. Bref, en 86...
Une bonne élève, 11 ans, au lycée français qui s'est transformé au lycée russe à Kaboul. J'ai été sélectionnée par mes professeurs russes pour être partie en Sibérie pour faire partie de la jeunesse moscovite et être éduquée là-bas parce qu'apparemment je chantais avec beaucoup d'énergie toutes les chansons russes et toute la propagande anti-résistance afghane, etc. Et j'arrive dans notre jardin de Kaboul entouré de rosiers et j'annonce à ma maman qui est là avec ma sœur qui vient de se marier, donc il n'y a plus que nous deux, et ma maman qui ne veut pas partir de son pays, même si elle a fait partir ses enfants, qui risquaient leur vie, ses fils, pour elle, voilà, elle voulait rester dans son pays, même si c'était sous l'invasion soviétique et en pleine guerre. Ça aussi, on oublie que partir et faire partir ses enfants pour traverser des pays et des montagnes et des mers, c'est pas non plus un geste anodin. Et là, j'arrive de l'école et je lui annonce que j'ai été sélectionnée pour partir dans les jours qui viennent, donc avec le sourire jusqu'aux oreilles. Elle se retourne vers ma sœur qui vient de se marier en disant « Donc demain, nous partirons ». Et dans la nuit, et le branle-bas, le combat, je ne comprenais rien. J'ai 11 ans, j'habite dans une très belle maison, d'une famille quand même privilégiée, même si depuis que j'ai pris conscience de la vie, j'entends les bombes et les bombardements, etc., parce que c'est un pays en guerre. Mais quand même, la vie était plus ou moins normale, entre guillemets, même si du jour au lendemain, je voyais un frère disparaître de la maison qui ne réapparaissait jamais. Et là, dans la nuit, je vois qu'il y a 2-3 hommes qui passent, qui repassent, etc. Et le lendemain matin, très très tôt, on laisse toutes les lumières allumées dans la maison, tout, y compris mon cartable, mes jouets, tout dans la chambre. Et nous partons avec ces passeurs. Nous arrivons, ce passeur est censé nous emmener jusqu'au Pakistan. Et on aurait dû s'en douter, enfin bon, ça ne nous aurait pas beaucoup arrangé, mais il y avait un passeur avec ma maman, un passeur avec moi, et on a pris des minibus, il nous a habillés. Moi, j'étais censée être une petite fille nomade, avec un grand foulard, et dans une tenue traditionnelle, et ma mère était censée être une femme qui était malade, et effectivement, elle était asthmatique, et qu'elle allait vers le sud du pays pour chercher un peu plus de chaleur. Et au premier checkpoint des Russes, parce que le but de l'armée soviétique, c'était aussi d'éviter l'exode de la population. Et au premier checkpoint des Russes, deux femmes gendarmes montent, une Russe et une Afghane de l'armée communiste, et demandent à ma mère qui est devant, où elle va dans le sud du pays, etc., et arrive vers moi, je suis à côté du passeur, et demande au passeur qu'est-ce qu'il fait, etc. Il dit, je suis avec ma nièce et nous sommes nomades et nous partons vers le sud. Et puis elle me dit bonjour, elle me fait un sourire. Et moi, comme une bonne petite fille élevée à Kaboul, éduquée, je lui ai dit bonjour et je lui ai fait un grand sourire avec toutes mes dents blanches. Là, il voit bien que je n'ai rien de nomade et je n'ai rien de sauvage. Donc, elles nous font descendre. Je vois le minibus qui part avec l'autre passeur qui met la main devant la bouche de ma maman qui hurle dans le minibus parce qu'on laisse son enfant, en lui disant certainement qu'elle va récupérer dans le prochain checkpoint. Et le minibus s'en va. C'était 1 sur 2 de gagner, au moins au niveau de l'argent, j'imagine. Et moi, le passeur, on descend sur le bas-côté. Et puis, il y avait 2 autres jeunes femmes adultes avec nous qui se sont fait descendre aussi. Et puis, le passeur nous dit, il discute avec un peu les policiers, etc., que dès que le soleil est couché, c'est-à-dire assez tôt, vous courez, il y a un ruisseau qui est sec, même si on vous tire dessus, vous allez dans ce ruisseau et vous allez, ça va aller, etc. Donc c'est ce qu'on fait. On arrive dans ce ruisseau. Il faut savoir qu'à l'époque, les checkpoints russes qui étaient montés pendant la journée, il y avait toute la résistance qui avait tout le reste du territoire. Et donc, à la nuit tombée, ils ne s'aventuraient pas partout. On a attendu là pendant 2 heures. Et puis de là a commencé le périple avec ces passeurs et ces personnes que je n'avais aucune idée. Je n'étais pas sortie de nos jardins, les montagnes afghanes, je les voyais que de mon jardin de Kaboul. Je ne savais pas ce que c'était que escalader une montagne, certainement pas avec un grand foulard noir et des tongs, et habillée comme une nomade. Et là a commencé cette nuit-là, la marche de 15 jours pour aller au Pakistan, dont j'avais aucune idée. Ce dont je me souviens très très bien, c'est que cette nuit-là, j'ai dû faire toujours la petite fille privilégiée. Je lui ai dit quand est-ce qu'on arrive et quand est-ce que je vais voir ma maman. Et il s'est levé, je me souviens, j'étais assise on avait marché depuis la rivière dans une espèce d'étable chez des gens qui connaissaient, qui étaient d'ailleurs moitié nomades, et on était là
assis par terre avec des animaux, les chèvres, etc. Et il se lève, il me toise et je pense que j'étais tout ce qu'il haïssait, c'est-à-dire lui, quelqu'un d'un milieu très défavorisé, qui a dû perdre des gens de sa famille, etc. et qui était passeur pour survivre, donc on ne va pas lui chercher des excuses, mais il a commencé à me hurler dessus en disant « Petite fille de riche, de toute façon, je vais te vendre à ces nomades et tu vas voir, tu ne vaux pas grand-chose. Donc tu vas me suivre et je ne sais pas quand est-ce que tu vas retrouver ta maman. » Enfin bref. Et je me souviens surtout pourquoi je vous raconte en détail ça, parce que quand on me pose des questions aujourd'hui en disant « Vous avez fait des choses exceptionnelles, vous avez fait des... » Enfin bref, vous êtes allé en Afghanistan, vous avez travaillé avec Massoud, vous avez travaillé avec tous les grands dirigeants. Est-ce que vous n'avez pas peur? Et bien ce jour-là, j'ai décidé d'abord qu'aucun homme n'allait me parler sur ce ton-là, que ce jour-là, j'ai compris que j'arriverais jusqu'au bout pour retrouver ma maman vivante. Il y a une espèce de volonté. Mais ce jour-là, bien après, et tout ça, je vous le dis avec des années d'analyse, j'ai bien compris que ce qui m'a sauvée aussi, pour toiser vraiment ce regard noir, ce passeur, qui n'a rien fait d'autre après que de respecter cette petite fille qui a suivi pendant 15 jours des adultes alors qu'elle ne savait pas marcher, etc., mais qui suivait, je pense que c'était aussi cette force que j'avais eue d'être dans une famille éduquée, où on m'avait éduquée en tant que petite fille, où j'étais allée à l'école et où je connaissais la force de ce que j'étais, ce que je représentais. Je me dis souvent aujourd'hui que si j'étais une petite fille d'un milieu défavorisé, qui n'avait pas été à l'école et qui n'avait pas été, qu'on n'avait pas dit que tu avais une valeur, je pense que ce jour-là, elle serait tombée vraiment comme une victime entre les mains de ce passeur et d'autres. Toujours est-il que je suis arrivée vivante dans un pays, le pays d'à côté, au Pakistan, où ma maman était en train de faire un enterrement fictif parce qu'il fallait, c'était pas normal qu'une petite fille arrive vivante au bout de 15 jours. Et mon frère était venu de Paris pour l'emmener en France. Je suis arrivée à temps, je suis arrivée en France. Et après, je vais vous la faire courte. En France, je ne parlais pas un seul mot de français. Je suis arrivée chez mon frère aîné et ma belle-sœur Sylviane, qui était professeure d'histoire. Et il paraît que je suis arrivée dans sa chambre pour demander à mon frère de traduire en lui disant « Je veux aller à l'école ». Alors ma belle-sœur dit « Tu sais, dis à ta sœur que nous sommes au mois d'avril et qu'il y a 2 mois encore et qu'après il y a l'été, comme ça elle va apprendre un peu le français, etc. » Mais j'ai dit « Non, je veux aller à l'école ». Et puis je lui ai montré sa bibliothèque en disant « Et tu verras, d'ici 1 an, j'aurai lu tous ces livres ». Effectivement, j'ai pas lu tous ces livres, mais j'ai commencé par prendre un livre qui s'appelait Shaoxing Li, le destin d'une pianiste chinoise, et je vous assure que je l'ai lu plus de 260 fois avant de comprendre le français. 2 ans plus tard, je parlais non seulement le français, j'ai fait la 6e, la 5e, je parlais l'anglais, j'avais commencé l'allemand, le latin. Tout ça pour vous dire qu'il y avait une espèce de rage de réussir, d'être aussi bien que mes camarades françaises dans la classe, si ce n'est mieux. Et que, surtout, la question de ce passeur, quand j'avais escaladé des corps brûlés, tués, suite au bombardement des hélicoptères russes qui passaient au-dessus de nos têtes, etc., et que j'avais dit « mais pourquoi ?» et qu'il m'avait regardé en disant « c'est ça la guerre, ma petite, qu'est-ce que tu crois? C'est ça la guerre et c'est qu'on vient de nous tuer et c'est injuste. » Et que quand je suis arrivée en France, si j'avais qu'une seule volonté, c'est de dire « qu'est-ce que je peux faire moi ?» en étant d'abord une bonne Française et m'intégrer dans ce pays qui est devenu le mien maintenant. Et qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir aider celles qui n'ont pas eu ma chance. Et ça, c'est parti à 11 ans. Et c'est vrai que ce sont des destins qui font qu'après, on n'oublie pas. Il n'y a pas un jour aujourd'hui dans ma vie où, le soir, quand je m'endors, je regarde dans la glace et je me dis « Est-ce que tu as réussi ta vie? Est-ce que tu as été utile? Est-ce que ça valait la peine de traverser toutes ces montagnes? Et ça valait la peine de prendre tous ces risques toutes ces années parce que ça a continué. Ma vie a été un enchaînement d'événements et de rencontres extraordinaires. Est-ce que ça valait la peine? Est-ce que cette journée encore valait la peine? » Donc vous voyez, déjà ce soir, je me dis oui, ça valait la peine. Il y avait tout Croissance Plus qui était là et ils n'ont pas réussi à s'endormir. Et au moins, à la sortie de cette conférence, il y en a qui vont aller regarder un peu plus ce qui se passe en Afghanistan et ailleurs. Dès que j'ai eu mon bac, j'ai entraîné avec moi mes copines françaises avec moi et on a monté une association qui s'appelle Afghanistan Libre et nous sommes en 96. Je monte cette association pour ouvrir des écoles. Je vous rappelle juste l'histoire. En 88, l'armée soviétique quitte l'Afghanistan, 89 pardon, quitte l'Afghanistan. C'est la première fois que l'armée soviétique quitte un pays. Donc quand même ces montagnards que nous sommes, on a réussi à mettre l'armée soviétique dehors. Et
il y a la guerre un peu civile entre plusieurs commandants avec l'influence de tous les pays voisins, l'Iran, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, surtout le Pakistan. Et en 96 arrivent au pouvoir les talibans version 1. Et je vous le rappelle, taliban veut dire séminariste à la base, et que ces gens-là ont été formés au Pakistan, avec l'aide, quand même, on l'oublie, avec l'aide des Anglais à la base depuis déjà 1848. Premier madrasa des talibans qui ont été faits au Pakistan, c'était contre l'Inde en 1948. Et là, en l'occurrence, avec l'aide américaine, parce que on l'oublie souvent, pendant que les Afghans se battaient contre les Russes, et que être afghan était bon pour être réfugié est accepté en Occident parce que c'était le peuple qui se battait contre les Russes, un peu comme l'Ukraine. Parfois, je discutais avec mes amies ukrainiennes et je dis, c'est fou, j'ai l'impression que c'était un peu nous il y a 20 ans, il y a 30 ans. Pendant ce temps-là, on a aussi massivement armé les plus fondamentalistes contre le bloc soviétique. C'est-à-dire Massoud, que vous voyez sur cette photo que j'ai rencontrée pour la première fois en 2000. Et là, on n'est pas à Kaboul, on est à la vallée du Panjshir. Massoud n'a jamais eu, par exemple, les armes qu'on appelle les Stinger, que les Américains donnaient aux plus fondamentalistes. Et c'est grâce à ces Stinger que les Afghans de la résistance ont réussi à combattre l'armée russe, parce que c'était des armes qui pouvaient battre les hélicoptères russes. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à essuyer des pertes. Pourquoi ils ne le donnaient pas à Massoud? Parce que Massoud, c'était le modéré. Quand il avait des prisonniers russes, c'était des prisonniers. Il ne les tuait pas tout de suite comme Mollah Omar ou Ben Laden, qui étaient déjà financés massivement et qui étaient déjà à l'époque nos amis, entre guillemets, de l'Occident, puisque c'est eux qui aidaient le plus farouchement contre le combat contre les Russes. Et donc, je monte cette association Afghanistan Libre à Paris pour aider pour des écoles en Afghanistan où il n'y a pas les talibans encore, et nous sommes en été 96. Je me souviens que on a reçu un petit coup de fil, les 3 jeunes filles que nous étions du Quai d'Orsay, de la cellule Asie, qui nous a convoqués en disant: on a compris que vous voulez que vous avez une association, que vous voulez partir en Afghanistan, c'était juste pour vous dissuader, il se passe des choses. En effet, un mois plus tard, septembre 96, les talibans sont rentrés dans Kaboul. Là, ça a été toute une période terrible parce que 96-2001, c'est pas comme aujourd'hui. On n'avait pas les réseaux sociaux, on n'avait pas les médias comme aujourd'hui, et donc on nous faisait croire en Occident que les talibans, ils apportaient un peu la stabilité dans ce pays où il y avait la guerre, etc. Forcément, on n'avait plus aucun intérêt puisque les relations avaient changé avec la chute du mur de Berlin, avec le bloc soviétique. Donc, il y avait plus, les Afghans n'avaient plus le même intérêt pour l'Occident. Donc là, on a laissé ce pays entre les mains des talibans version 1. Et puis, j'ai commencé, donc, bien sûr, on n'est pas allé en Afghanistan pour ouvrir notre première école de cette association créée en 96, mais nous avons commencé à en parler. Je suis devenue un peu la jeune militante qui parlait des femmes afghanes dont personne n'en parlait. Les choses ont changé un peu avec cette couverture, je vous le montre, parce que c'est vrai qu'on oublie le pouvoir des médias. En 2000, je reçois le coup de fil des journalistes de Elle, Valérie Toragnan, Marie-Françoise Colombani, Michel Fitoussi, qui me disent, voilà, on voit que vous êtes une jeune militante, etc. On voudrait vous aider parce que derrière la destruction des Bouddhas de Bamiyan, vous vous souvenez, les talibans, ils ont fait aussi l'irréparable, qui était la destruction des Bouddhas de Bamiyan. Il y a aussi des femmes qui sont assassinées au quotidien, vous en parlez, mais personne ne vous écoute, donc nous allons faire un numéro spécial sur ces femmes afghanes. Ce numéro a changé quand même beaucoup la relation ici en France, en tout cas. Ma relation de jeune militante avec les ministres et le gouvernement, il y a des choses que j'oublierai jamais, même si, bon voilà, bref, quand les ministres talibans à l'époque étaient reçus au Quai d'Orsay et qu'on allait manifester, généralement on était 5-6, et qu'il y avait quelqu'un du ministère qui sortait pour nous expliquer qu'on ne comprenait rien et que ça s'appelait de la diplomatie. Donc le jour où j'ai eu mon premier passeport diplomatique, je peux vous dire que j'ai eu un petit haut le cœur quand même, parce que je me suis dit, voilà, j'avais pas le bon retour dans ma tête du mot diplomatie. Donc il y a eu ce numéro et moi j'ai commencé, je me suis dit non, tout ça c'est bien d'être militante, mais il faut aller sur le terrain. Donc je suis allée au Tadjikistan avec un groupe de femmes pour rencontrer les femmes afghanes au Tadjikistan, le pays à côté de l'Afghanistan où Massoud se ravitaillait, et il avait cette vallée du Panjshir qui est 100 km qui était entre ses mains. À la grande différence d'aujourd'hui, malheureusement, c'est qu'à l'époque, il y avait quand même un leader et un héros qui se battaient contre ces talibans et qui avait un petit territoire, même si c'était juste une vallée.
Et c'était Massoud, et c'est comme ça que je suis arrivée dans cette vallée et que j'ai commencé à construire la première école de filles, qui est cette école-là, dans cette vallée du Panchir, avec Massoud qui avait mis la première pierre pour ce lycée de filles avec moi. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte, en regardant mon parcours, en regardant celle que j'étais devenue en France grâce à l'éducation et au savoir, je me suis rendu compte que dans les pays en guerre, dans les pays où elles ont tout perdu, et c'est valable malheureusement aujourd'hui en 2025, l'éducation et l'accès à l'éducation pour les filles, c'est exactement le même degré d'urgence que l'aide alimentaire. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de comprendre. Et donc nous avons commencé à faire des voyages dans cette vallée et à faire ces écoles. Et pareil en France et en Europe, à dénoncer ce qui se passe. Malheureusement, le 9 septembre 2001, Massoud a été assassiné. J'étais avec Marie-Françoise Colombani de Elle dans l'hélicoptère avec l'interview de sa femme en main qui est parue. Malheureusement, l'histoire fait que parfois il y a des anecdotes comme ça terribles. Le 9 septembre 2001, le journal Elle, la couverture, c'est « Sédika Massoud, j'ai peur pour mon mari ». Vous savez bien que tout ça c'était pas calculé. Et donc Marie-Françoise Colombani est revenue en France. Je suis restée en Afghanistan. Et par la force des choses, je suis devenue un peu l'interlocutrice donc avec les héritiers de Massoud, de toutes les forces de l'ISAF, de l'OTAN, de l'Europe, des États-Unis, qui tout d'un coup, après le 9, il y a eu le 11 septembre, le monde a pris conscience que les terroristes étaient en Afghanistan et que s'il fallait se battre et s'il fallait qu'on se débarrasse de ces terroristes, il fallait aider le peuple afghan qui faisait bouclier humain contre le terrorisme international qui était à l'époque, on parlait d'Al-Qaïda et c'est les mêmes talibans. Et donc c'est comme ça que je suis restée là-bas, que j'ai été nommée la première femme diplomate du gouvernement libre en octobre 2001, que j'ai commencé à venir à Bruxelles pour représenter ce pays et travailler sur le multilatéral, etc. Et puis au bout de plusieurs années, on a créé énormément de projets en Afghanistan, parce que moi, mon but, c'était pas d'être diplomate. Heureusement que l'ambassadeur est parti parce qu'il n'aurait pas aimé, même si on se connaît bien. Mes 10 années d'ambassadrice et de diplomate, pour moi, n'ont pas été vraiment les années dont je suis très fière. Je suis beaucoup plus fière de toutes les écoles et toutes ces filles à qui on a donné accès. Il y a eu 400 000 filles qui ont eu accès à l'éducation. Et le 13 août 2021, c'est-à-dire 2 jours avant la prise de Kaboul par les talibans version 2, j'étais encore en ligne avec cette école où les jeunes filles apprenaient le coding dans la vallée du Panchir grâce aux panneaux solaires, parce qu'il n'y a pas d'électricité dans ce village, où ces jeunes filles étaient déjà en 3e année d'école de coding pour devenir des codeuses en Afghanistan. 2 jours après, Kaboul est tombé entre les mains des talibans. Vous connaissez un peu mieux l'histoire contemporaine, mais c'était juste pour vous dire aussi qu'en 2009, quelques années avant, j'avais déjà démissionné. Je pense que j'ai dû être la seule femme politique diplomate d'avoir démissionné du gouvernement Karzai pour dénoncer la corruption du gouvernement. Donc j'avais déjà démissionné et j'étais partie, j'étais venue en France. J'ai créé en France d'autres projets, plus dans le domaine de conseil pour la place des femmes dans l'entreprise. J'ai créé un forum qui s'appelle le forum Elle Active pour la place des femmes dans l'entreprise. J'ai créé un guide qui s'appelle le guide des expertes pour une meilleure représentation des femmes dans les médias en France. Donc vous voyez, pour moi, mon fil rouge, c'est toujours été les femmes. Et puis, là, c'est la prise de Kaboul que vous connaissez. Et puis, j'ai rencontré en 2017 une femme formidable qui s'appelle Maria Teresa de Luxembourg. Je ne savais absolument pas où était Luxembourg, etc. Enfin voilà, comme la plupart de vous, je ne savais même pas que c'était un grand-duché. Et cette femme est venue vers moi parce qu'elle avait rencontré le docteur Mukwege, qui est un de mes amis, le prix Nobel 2018. Et elle voulait faire quelque chose contre le viol comme arme de guerre. Et elle est venue me demander mon aide pour savoir ce qu'elle pouvait faire au niveau où elle était, à la place où elle était, qu'est-ce qu'elle pouvait faire. Elle m'a tout de suite plu parce que je me suis dit, une première dame qui s'attaque à une problématique aussi politique, entre guillemets, et non pas juste, on va faire une école de tennis ou de golf ou faire des bouquets de fleurs dans les visites officielles. Et on s'est mis ensemble à créer ce mouvement qui s'appelle Stand, Speak, Rise Up. Alors il y a tout à l'heure, on a cité Stéphane Bern, mais il y a surtout Denis Mukwege, le prix Nobel 2018. Il y a Pramila Patten Céline Bardet. Enfin, il y a beaucoup de personnalités dans cette ONG. Et pourquoi ? Parce que
Aujourd'hui, le viol comme arme de guerre est pratiqué partout dans le monde, malheureusement. C'est l'arme la moins chère. Ce sont des chiffres chaque année par l'ONU. L'arme la moins chère aujourd'hui, c'est le viol. Il y a des armées dans le monde aujourd'hui, on enseigne le viol massif pour pouvoir mieux récupérer tout un pays, une communauté, une région. Et comme le dit Dr Mukwege, si à partir du moment où on a un téléphone portable, où on a une voiture électrique, ça veut dire qu'on utilise le cobalt, ça veut dire qu'on est aussi responsable parce qu'aujourd'hui, il y a des régions du monde où on pratique le viol par des guérillas sur des bébés de 6 mois jusqu'aux grands-mères de 80 ans pour pouvoir mieux récupérer les villages en entier et pour pouvoir mieux récupérer tout un pays. Donc ça veut dire que c'est un fléau qui nous concerne. Quand on a créé cette ONG, on ne voulait pas beaucoup nous aider parce que c'était trop politique et que ça fait peur comme sujet. Malheureusement, il y a eu la guerre en Ukraine et là, tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'est pratiqué à nos portes et que c'est un fléau qui est utilisé encore aujourd'hui et que c'est une arme à fragmentation massive sur des générations. Il y a eu le 7 octobre, on le voit aussi depuis. Et donc aujourd'hui, on comprend que c'est vraiment l'arme la moins chère et que le corps des femmes est devenu un vrai champ de bataille en 2025. Et donc ça, c'est notre combat à nous, avec tout un réseau de femmes, de survivantes. Nous travaillons ensemble avec toutes les survivantes, à la fois sur le plaidoyer, mais comme nous sommes des femmes très concrètes avec Maria Teresa de Luxembourg, c'est que nous aidons ces survivantes dans le monde entier. Nous avons une école en Ouganda pour les enfants nés du viol. Nous avons en RDC des projets d'entreprise avec des femmes survivantes qui elles-mêmes embauchent d'autres survivantes. En Ukraine, nous travaillons avec les hôpitaux dans le suivi psychosocial. En Bosnie, notre ambassadrice, c'est une enfant elle-même, Ania, née de viol et qui a 22 ans aujourd'hui. Donc, le monde entier est concerné par ce fléau et vous avez vu tout à l'heure les images d'Afghanistan, parce que bien évidemment, en 2021, Afghanistan libre a été mis en sommeil. Les salariés ont été emprisonnés par les talibans. J'ai perdu pas mal d'amis que pendant 20 ans, j'avais aidé à se montrer, à créer des entreprises, à créer des pages Facebook, à se montrer et qui ont été assassinés par les talibans. Et donc aujourd'hui, la seule manière où on peut aider les Afghans, c'est à travers Stand Speak Rise Up. Mais vous avez remarqué, on a changé, on met juste le logo SSRU, parce que déjà le nom Stand Speak Rise Up, c'est une insulte pour les talibans. Et en dessous, il y a marqué l'initiative de la Grande-Duchesse de Luxembourg. Comme ils sont quand même un peu analphabètes, le Luxembourg, ils ne savent pas où c'est, ils pensent que c'est une reine qui donne un peu de trucs humanitaires, donc ils nous laissent pour l'instant travailler. Moi, j'ai disparu, il n'y a pas mon nom nulle part, parce que je ne dois pas vous cacher que l'agence doit être à mon 13e fatwa, donc je pense que là, voilà, j'essaye de ne pas faire prendre de risques à toutes ces femmes. Et donc, je continue plus que jamais d'aider les Afghanes, tout comme les autres femmes. Et être parmi vous aujourd'hui, et d'ailleurs merci à Croissance Plus parce que vous soutenez aussi Stand Speak Rise Up et je pense qu'après voilà, je continue à solliciter constamment et à vous faire passer le QR code, etc. Parce que je trouve qu'aujourd'hui c'est très important pour nous tous. À la fois, être ici, ça ne veut pas dire, on a compris avec le Covid qu'on est dans un contexte de mondialisation. On ne peut plus vivre entre soi, on ne peut plus vivre entre sa communauté, donc on est obligé de comprendre ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et le viol comme arme de guerre aujourd'hui, prenez n'importe quel pays où il y a une crise, où il y a un conflit, où vous voyez que tout ça est pratiqué. En Afghanistan, on vend des petites filles de 5-6 ans, on enlève des petites filles de 8-9 ans pour les marier de force à des combattants qui viennent d'autres pays dont elles ne comprennent même pas la langue, parce qu'il n'y a pas d'état civil et qu'on dit que elle a 13 ans ou 14 ans. Donc tout ça, ça veut dire que c'est dans tous ces pays, c'est considéré, et nous sommes tous quelque part responsables. Ça ne veut pas dire que je vais vous bousiller et partir d'ici en disant que je vous prends comme responsable, mais mon parcours démontre aussi que s'attaquer à des fléaux dont personne ne veut. Le parcours de cette première dame au Luxembourg le démontre aussi, et Dieu sait que ça n'a pas été facile parce que, pour elle surtout, parce qu'on lui a bien fait comprendre que c'est trop politique pour elle. Mais aujourd'hui, ça nous démontre une chose, c'est que d'abord, ça nous rend plus fortes. Ensuite, ça nous rend quand même heureuses d'être utiles. Ça crée de la sérotonine parce que quand même, on n'est pas des personnes qui allons pleurer dans un coin et faire une dépression nerveuse. On est plutôt des personnes combattantes et on trouve la force et le courage et la chance de venir parmi des personnes comme vous. Et en tant qu'entrepreneur, le message, c'est aussi de dire que c'est aussi notre rôle quand on est entrepreneur. C'est notre rôle, bien sûr, de
de faire, vous intéressez à la croissance, mais vous intéressez aussi à la transmission et à la responsabilité à partager. Et je trouve que dans ces responsabilités des fléaux qui touchent le monde, voilà, nous sommes aussi concernés. Et c'est aussi notre rôle, chacun de nous, comme on peut, comme on veut, et dans nos possibilités, de nous intéresser aussi à ces problématiques-là, nous intéresser, quand on est une femme ici et qu'on voit qu'il y a un coin du monde où elles ont tout perdu jusqu'à l'obligation de ne pas entendre le son de leur voix, c'est-à-dire 20 millions d'emmurées vivantes, je ne pense pas qu'on ait quelque chose à gagner. Et j'aime à citer Antoinette Fouque, une des cofondatrices de MLF en 68, qui disait en 70, si je vois les Afghanes et les Iraniennes enchaînées, je ne pense pas que moi, la Française, ici, j'ai quelque chose à gagner dans mon combat de femme libre. Donc voilà, ce message s'adresse aussi à tous les hommes et toutes les femmes, et à tous les hommes, parce que, nom de Dieu, les hommes, qu'est-ce qui se passe là? Il y a une espèce de masculinisme qui se développe chez nos jeunes garçons, là, et on a aussi un rôle d'éducation. J'ai une fille de 15 ans qui va à l'école à Paris, et quand elle rentre pour me dire des choses, des phrases et des propos, y compris de ses camarades de classe, je me dis, il y a un truc qu'on a raté, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi, je parle de masculinité positive de Dr Mukwege, c'est-à-dire qu'on a aussi, voilà, la masculinité positive, c'est quelque chose que nous devrions tous appliquer dans notre éducation, l'éducation que nous transmettons à nos garçons et à nos filles. Et voilà, et après, je vais laisser là, le micro pour s'il y a des questions dans la salle, et merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était extraordinaire. Bravo pour ce parcours absolument incroyable. Je vais ouvrir les questions et après on va prendre les questions de la salle. On n'a pas un nom à mettre aujourd'hui sur la résistance afghane. Je pense qu'on peut demander à n'importe qui dans la salle, on ne saura pas dire aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a à faire, est-ce qu'il y a un avenir, dans combien de temps. Voilà, je voulais juste avoir ton avis là-dessus. Comment s'organise aujourd'hui la résistance concrètement sur place, avec qui ? Alors ça, c'est notre grand problème. Je suis beaucoup aux côtés de mes amies iraniennes et on combat ensemble et on a, voilà, tous nos combats sont en lien. Donc les Ukrainiennes aussi, mais beaucoup avec les Iraniennes. Et ici, vous aurez la chance le samedi d'entendre mon amie Nora Boussini, on en parle aussi beaucoup de ça. La grande différence, par exemple, entre l'Iran et l'Afghanistan, les femmes iraniennes et les femmes afghanes, c'est que ce qu'on oublie, c'est que l'Afghanistan, les Russes ont commencé en 78. Ça fait 50 ans qu'on est en guerre. Ça fait 50 ans que le pays s'est vidé de son cerveau. On approche les 95% d'analphabétisme. Les Russes sont arrivés, ils ont interdit toute forme d'éducation autre que le russe. Après, il y a eu toute une période de flottement, de guerre civile, pas d'école, etc. Après, les talibans, première version, sont arrivés, plus d'éducation, rien pendant 96-2001. Après, la deuxième version, ça passe vite. Là, on est déjà 2021, on est en 2025. Donc, c'est un pays qui est meurtri. 95% de la population ne mange pas à sa faim. C'est un des pays les plus pauvres au monde aujourd'hui. L'aide alimentaire n'arrive pas, y compris les grandes institutions. Donc aujourd'hui, la grande priorité des gens, c'est comment faire survivre les enfants. Avant la prise de pouvoir, le 15 août 2021, l'Afghanistan était un pays qui était à 80% à peu près des chefs de famille qui étaient des femmes. Parce que la guerre, parce que les morts, les blessés, ceux qui étaient partis. Et aujourd'hui, ces femmes n'ont pas le droit de travailler, de sortir de la maison. Donc, vous imaginez un peu ce que ça veut dire. Chacune, il faut calculer 6 enfants derrière. Malheureusement, toutes les années, Karzai, etc., tous ces gouvernements, il fallait qu'il y ait aussi la corruption. Je suis la première à l'avoir dénoncé, puisque quand j'ai sorti l'insolente de Kaboul, c'était aussi pour dénoncer la corruption. Et donc, bien sûr que cette population est fatiguée et qu'il n'y a plus personne qui ressort. Alors, à un moment, on a cru un peu en le fils de Massoud. Mais bon, moi, personnellement, je trouve que les fils et les filles d'eux, bon, ça, c'est un autre débat. Mais c'est un garçon qui est très bien, etc. Mais il n'a pas du tout ni la force, ni l'appui de qui que ce soit. Et c'est ça notre plus grand malheur aujourd'hui, c'est que l'Afghanistan manque terriblement de héros et d'héroïnes et qu'on ne s'identifie pas et qu'on a perdu Massoud, comme tu le disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, il n'y a pas un Massoud bis. Merci. Merci pour la question. Tu m'aides pour les questions, Nicolas ? On va éclairer la salle. On va vous envoyer la petite catchbox. Qui prend la question en premier ? Evelyne. Merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que je peux t'inviter à être debout, Alors, s'il te plaît, puisque la presse internationale te filme. Et tout à fait. Evelyne Platnik-Cohen. Je travaille avec Reza.
et avec sa femme Rachel, qui font beaucoup de choses justement pour les femmes afghanes, beaucoup d'expositions, de photos, etc. Et à chaque fois, je suis dépitée. Et encore quand je vous entends, parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment seul au monde. Bon, vous parlez de cette femme au Luxembourg, etc. C'est super, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes seul. Et quand je vois tout ça, quand je vois ces femmes afghanes, je me demande, mais comment nous, on peut vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je publie beaucoup, moi, sur les réseaux, et je mets en valeur, parce qu'à chaque fois, je suis déchirée par ce que j'entends et ce que je vois. Mais qu'est-ce qu'on peut vraiment faire? Comment on peut vous aider? Merci. Bah, écoutez, en fait, c'est d'abord de en parler. Si vous dites que vous en parlez aujourd'hui, si on est à la cause afghane, si je suis là aujourd'hui, on va oublier que j'ai des liens d'amitié avec Croissance Plus, c'est parce que le sort des Afghanes intéresse aussi les gens. Les journalistes continuent à en parler. Et ben justement, je parlais de Nora Bussini, elle en parle. D'autres journalistes continuent à parler des femmes afghanes. Et c'est ça qui est formidable aussi aujourd'hui dans notre malheur, c'est que grâce aux réseaux sociaux et grâce à l'implication des gens, on n'oublie pas les Afghanes. C'est-à-dire qu'elles sont toujours le centre d'actualité. Le seul problème, c'est le silence de nos politiques. Et qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau? C'est chacun à notre niveau, que ce soit avec les députés, avec par exemple là, moi dernièrement, on a fait une journée à l'Assemblée nationale pour justement interpeller les députés, les sénateurs. Je pense qu'à chaque niveau, on peut interpeller les politiques, que ce soit notre ville, notre maire. Moi, j'habite dans le 17e, j'en ai parlé dans le journal du 17e, j'ai poussé le maire pour parler des femmes afghanes, etc. C'est pour dire déjà qu'on ne les abandonne pas, qu'on ne les oublie pas. Parce que je vous assure qu'il suffit que j'allume mon téléphone et sur Messenger, c'est notre seul réseau de communication plus ou moins safe pour elles, ça défile. Et la plupart des questions, à part dire j'ai plus ma fille, j'ai machin, etc., de demande de l'aide, c'est pourquoi ? Pourquoi le silence de l'Occident? Pourquoi est-ce que personne ne bouge? C'est la question qui vient, c'est le mot chora en persan, c'est le truc que je lis à chaque fois que j'allume mon téléphone, c'est pourquoi? Pourquoi toi, chez Keba, qui a la parole partout, etc., on te voit partout, pourquoi il y a ce silence? Et moi, je vous assure que je me retrouve dans des événements face à des politiques européens. Et c'est très dur, 1 minute 30 secondes face à quelqu'un qui ne vous dit rien. C'est-à-dire que, Monsieur le Président, le sort des femmes afghanes, on fait quoi, etc. Rien. Je me suis retrouvée à un débat comme celui-ci, où tu étais là, Nora, ou pas, avec Jean-Yves Le Drian, notre ancien ministre. Et je lui ai dit, Monsieur Le Drian, vous nous avez parlé de talibans modérés, vous nous avez parlé de régimes inclusifs, ils sont où? Vous nous avez parlé de nos démocraties occidentales et vous avez signé avec ces gens. Ils sont où ces contrats que vous avez signés? Donc le problème, c'est vraiment aujourd'hui le silence politique. Et je pense que chacun de nous, au niveau plaidoyer, en tout cas, on a un rôle à sensibiliser qui on peut. Les entreprises ont ce rôle-là aussi. Il y a beaucoup de là, il y a eu une tribune, on m'a sollicité une tribune des entreprises, des femmes chefs d'entreprise qui veulent faire une tribune pour soutenir les femmes afghanes. Et nous, par exemple, on aide après de manière très concrète, c'est de les aider à être debout, à continuer à vivre pour pouvoir être debout, à manger. Et donc, on continue à faire de l'aide humanitaire là où on peut. Merci pour la question et pour votre réponse. Orit. Hop, pardon, mais hier. Orit, est-ce que tu veux bien te lever, s'il te plaît, et te présenter à Shekeba? Oui. Bonjour, Orit Suleiman. Merci beaucoup à Sheba. Moi, je vous suis depuis Est-ce que tu veux bien parler beaucoup plus près? C'est mal foutu cette box, mais il faut parler dedans. Voilà. Merci beaucoup à Sheba. Je vous suis depuis longtemps. Ce que vous avez raconté me touche beaucoup. Mes parents sont nés à Kaboul, en Afghanistan, et ils se sont sauvés. Ils sont partis au début des années 50, tout de suite après la création de l'État d'Israël, parce qu'ils étaient persécutés. Les premiers islamistes intégristes n'aimaient pas la présence des Juifs. Il y a divers épisodes où les familles de mes 2 parents et leurs amis, etc., avaient subi des vexations, des choses pas sympas. Donc, quand l'État d'Israël a été créé, ils se sont sauvés, comme vous, dans des camions avec des passeurs. Ils sont passés, eux, par l'Inde, par Bombay, ils sont arrivés en Israël. Et ma question est multiple, mais on en parlera un petit peu aussi plus tard. Il y a un mot qu'on n'entend pas dans votre discours, et c'est islamisme radical. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de fond là? Et est-ce qu'on ne devrait pas faire aussi un parallèle, comme vous l'avez fait par rapport à l'Ukraine qui se bat aujourd'hui contre la Russie, avec Israël qui se bat aujourd'hui contre les frères musulmans, qui s'incarnent dans le Hamas, dans le Hezbollah? Je sais qu'elle est un petit peu provocatrice ma question, mais
Je pense qu'il y a une question de fond. Ma famille juive s'est sauvée 35 ans avant la vôtre. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans certains pays et en Israël dans 35 ans? Chez Kebar. Merci. Ah, je croyais que tu voulais répondre. Non. Bien sûr. Je peux t'aider. Il n'y a pas de questions provocatrices. Je vais juste raconter une petite anecdote. Je suis à New York avec ma nièce. Ma sœur est partie aux États-Unis à 40 ans. Ma nièce est née à New York. Elle se marie. Elle veut acheter absolument un diamant, comme toute américaine. Et elle me dit, on va dans la 52e rue, etc. C'est là-bas que je veux mon diamant. Et donc, nous voilà partis, je vous parle de ça il y a 10 ans, à New York. Et nous nous baladons. Et là, à un moment, je dis, écoute, j'en ai marre. Moi, je m'en fous, moi, de ton diamant, etc. Et je l'engueule en persan et en dari, donc la langue. Et puis, il y a 2 juifs, donc, avec leur natte, etc., qui se retournent en dari, qui me dit, ma sœur, toi aussi, t'es afghane? Alors, je dis, bah oui, toi aussi. Et donc, nous voilà à dîner à la maison. C'est chez lui qu'elle a acheté d'ailleurs sa bague de fiançailles. Et c'était des Afghans qui étaient partis, pas il y a 50 ans, mais en même temps que moi, en 86, et qui étaient partis en Israël, qu'ils n'ont pas aimé. Ils sont venus à New York, avec qui nous sommes toujours en contact. Ma maison d'enfance à Kaboul, à Flower Street, est la maison mitoyenne de la synagogue. Quand un livre est sorti il y a quelques années en France pour dire les derniers juifs de Kaboul ont été persécutés, j'étais terriblement en colère et triste parce que c'est pas vrai, nous vivions côte à côte et nous vivions à côté, on est partis en même temps, comme une famille. Et tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Moi, j'allais à l'école petite avec les enfants de Joseph et ça posait aucun problème. Je ne parle pas d'islamisme parce que ça, c'est un autre débat. Ça me reprendrait encore 1 heure et donc il faut que je revienne l'année prochaine pour parler de ce, A priori, ce débat. oui. Voilà. Et là où je rejoins, parce qu'on n'est pas tout le temps d'accord avec l'ambassadeur Haro, mais là où je le rejoins, c'est que pour moi, peu importe le nom qu'on utilise. Avant les talibans, mon ennemi à moi, c'était les Russes, c'était l'invasion soviétique. Et pourtant, ce n'était pas l'islamisme. C'est eux qui ont persécuté, qui ont tué... enfin bon, bref, les membres de ma famille. Donc, peu importe ce qu'on utilise comme... Voilà, pour moi, aujourd'hui, l'islam, c'est un islam politique. Et là où on a des responsabilités, c'est plutôt les pays occidentaux. Parce que les talibans, les Ben Laden et les Mollah Omar, ils ont été financés par les Anglais, par les Américains. Et ils sont venus dans mon pays, alors qu'aujourd'hui, on me dit que l'Afghanistan, c'est le pays où il faut envoyer, quand on n'est pas content, on envoie nos islamistes en Afghanistan. Non, on n'en veut pas, nous. Nous, on se bat depuis déjà ces années-là, et on est venu nous imposer tous ces gens-là. Ce n'est pas Massoud qui a été aidé par ni la France ni l'Occident, parce qu'il était trop modéré. Donc, pour moi, si vous voulez, je ne vais pas aujourd'hui me mettre à avoir 25 millions d'ennemis. Ils sont mes ennemis, bien évidemment. J'étais une des premières et très jeune dans les signataires en 89 en France contre les signes religieux dans l'école. Et je disais, attention, toute femme de gauche que je sois, attention à ce qu'on est en train de faire. Attention à ce qu'on est en train de devenir et à ce qu'on accepte. Il y a un proverbe persan qui dit « tu donnes le petit doigt et on t'enlève jusqu'au bras ». Et donc le port du voile, j'étais une des premières à dire non. On ne laisse pas dans l'espace public, peu importe voile et autres, les signes religieux. Donc voilà, je ne vais pas me mettre là-dessus parce que ce n'est pas mon seul ennemi. Et mon ennemi à moi a commencé avec les Russes. Moi, je suis partie dans les montagnes avec les bombardements russes. Donc aujourd'hui, bien évidemment que tout ça s'enchaîne et qu'on le voit et que les talibans, c'est mon grand ennemi et qu'ils sont tout contents de me faire des fatwas réguliers, etc. Mais voilà, le combat des Afghanes, j'essaye de ne pas non plus le mélanger avec d'autres combats, même si toutes les femmes, pour moi, et toutes les souffrances, le 7 octobre, on était peut-être une des premières ONG, Stand Speak Rise Up, à dénoncer le viol comme arme de guerre. Et pourtant, j'ai eu beaucoup de retours en disant toute musulmane que vous soyez, pourquoi, etc. Parce que c'est vrai, c'est un fait et c'est comme ça. Donc je n'ai pas de fil rouge et je n'ai pas les religions, quelque part, en fait, je m'en fous un peu et je rejoins l'ambassadeur Haro. Je sais très bien que c'est la politique. Je sais très bien ce qu'il y a derrière et c'est pourri. Et franchement, voilà, si on laissait les religions à leur état philosophique, je vous rappelle juste que l'Afghanistan, c'est le seul pays où on aimait autant les fêtes religieuses musulmanes que les Bouddhas de Bamiyan et que le Nowroz. Les fêtes que nous fêtons le plus aujourd'hui en Afghanistan, c'est le Nowroz, le 21 mars, le Nouvel An, qui est une fête païenne. Nous avons toujours été la route de la soie. Donc toutes les religions ont vécu dans ce pays et moi je préfère rester dans cette philosophie soufisme en disant que l'islam qu'on m'a enseigné moi en Afghanistan, c'était le dépassement de soi
et que je le retrouve dans l'hébreu, je le retrouve dans, voilà, je le retrouve dans le catholicisme, dans le meilleur, et que la religion n'est pas mon ennemi et que je refuse de rentrer dans ce débat-là parce qu'on va m'identifier à ce débat-là et on oublie la cause des femmes afghanes. Et je ne veux pas qu'on oublie ces 28 millions de femmes. Merci beaucoup, Shekeba. Ton association finit par Rise Up. Je pense qu'on peut tous se lever, t'applaudir pour les femmes afghanes, pour toi, pour ton combat. Je vous invite à vous lever parce que je pense que c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour saluer ton courage. Merci, merci beaucoup. Pour elles. Pour elles, pour elles. Merci, merci beaucoup. Merci.